C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse les mots, les discours, les langages et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Ronéline Thibonera, avec moi dans ces studios, Babel Mpongo. Bonjour Babel. Bonjour Ronéline, bonjour à toutes et à tous. Alors que des organisations et des individus multiplient les efforts pour que les victimes des affres de la guerre à travers le monde trouvent réparation, la République démocratique du Congo n'est pas en reste parmi les pays souhaitant que justice soit faite et que les auteurs des crimes répondent de leurs actes. Mais alors qu'une léthargie est souvent observée dans le camp de la justice nationale, des entités judiciaires internationales n'hésitent pas à ouvrir des enquêtes sur des crimes supposés commis sur le territoire national. Oui Babel, c'est le cas par exemple de la Cour pénale internationale. Mais ces actions menées ne sont pas sans critique. Certains internautes ne tardent pas à crier haut et fort pour dénoncer ce qu'ils qualifient des partialités dans les traitements des dossiers liés au crime. Ces derniers vont jusqu'à considérer la Cour comme anti-africaine, faute de poursuites contre certains leaders influents du monde accusés des crimes à travers la planète. Mais comment comprendre ce désintéressement de la plupart des personnes vis-à-vis du fonctionnement de la justice internationale et quels risques cela peut-il avoir dans la lutte contre l'impunité? Pour en discuter, Ronéline, nous recevons un premier Johnson Ishara Boutaragaza. C'est un jeune leader politique et originaire de Goma, au Nord Kivu. Il est également coordonnateur de la structure citoyenne Dynamique Génération Consciente d'Igenec RDC. Bonjour Johnson Ishara et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Avec nous également Josué Walai, licencié en droit public, affilié au Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique. Il est spécialisé sur des questions de justice transitionnelle, de bonne gouvernance et d'état des droits en RDC. Bonjour Josué, merci d'être avec nous. Bonjour très chers journalistes, bonjour également à nos fidèles auditeurs. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. Cette scène se déroule sur un campus. Des étudiants discutent du travail réalisé par une commission d'arbitrage mise en place pour régler leurs différends. On écoute. Yo les gars, je vous salue. Salut, bonjour à tous, je vous salue. Alors, je suis là pour vous drop les décisions de l'organe d'arbitrage interuniversitaire. Comme vous savez, cet organe qui dirige toutes nos universités... Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Ça vient de... le gars, calmez-vous un peu. Arrêtez le vacarme. Oh là là. Article 1. L'organe condamne les actions de l'étudiant Mbouy. Pardon. Que je finisse. Toi là, tu oses vraiment venir brandir ces histoires, hein? C'est quoi ces décisions infantilisantes? C'est quoi? Attends au moins que je termine. Non, coupe-moi ça s'il te plaît. Coupe-moi ça direct. Comment un organe externe qui ne connaît même pas nos réalités du campus, qui juge à distance, peut me condamner moi? Mbouy. Hein? Comment ça? Donc pour eux, on est des enfants qui ne savent pas régler leurs histoires. Papa, c'est un organe interuniversitaire. Leur taf, c'est d'apaiser les chaos entre le campus. Tu peux au moins écouter, non? Apaiser quoi? Arrête de rêver. Vous aimez trop penser que tout ce qui vient de dehors est mieux que ce que nous-mêmes on peut faire ici. Frérot, je fais juste passer le message. Message. Je vois pas où est le problème dans tout ça. La money problème. Donc tu crois que les solutions valables sont celles qui viennent de l'extérieur? Comment tu soignes une blessure si tu ne connais pas la profondeur ni la cause? Nous on est dedans. Tu dis maman ma réalité. Tu dis maman on est là. Quand on est S'il vous plaît. Le gars, laissez-moi juste finir. Tu vas finir. Écoutez, quoi? Non, il n'a rien à finir, laisse.
Non, coupe-moi ça direct. Comment un organe externe qui ne connaît pas nos réalités du campus, qui juge à distance, peut me condamner? Donc pour eux, on est des enfants qui ne savent pas régler leurs histoires, demande l'un des personnages. Johnson Ishara Boutaragaza, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir de la justice internationale? Je pense que dans l'idée initiale, dans l'esprit du législateur, en mettant en place une justice internationale, c'est qu'on voulait quand même arriver à mettre de l'ordre par rapport à toute la barbarie constatée gauche-droite dans certains pays où on devrait éviter que les gens ne s'arrogent pas le droit et la mission de marcher sur les êtres humains selon leurs humeurs. Et je crois qu'après la Seconde Guerre mondiale, le monde entier, à travers également l'Organisation des Nations Unies, il a été constaté que c'était quand même bien de mettre des missions de paix, mais il faudrait également imaginer l'alternative pour à ce que même les autres citoyens d'autres pays soient quand même condamnés, parce que si ils sont poursuivis que par la justice de leur pays, à un moment, ça peut avoir de limites, mais ça serait également intéressant qu'il y ait une justice, entre guillemets, indépendante et internationale, qui devrait enquêter sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité, et que les auteurs soient sanctionnés proportionnellement aux fautes commises ou encore aux responsabilités d'implication dans tel ou tel autre cas. Je pense que dans l'idée au départ, on aimerait voir ça, bien entendu, et il fallait maintenant être signataire des accords de Rome, mais les accords de Rome également avaient exclu certains pays majeurs dont on aimerait voir. Par exemple, les États-Unis n'avaient pas signé ces accords de Rome. Par exemple, le Rwanda n'avait pas également signé. On sent que tout le pays ne s'était pas engagé, et du coup, il y a certains pays qui sont impliqués dans des crimes graves, mais à un moment ne sont pas poursuivis parce qu'ils ne sont pas appelés à répondre devant cette justice parce qu'ils n'ont jamais adhéré à ces principes-là. Comme je l'ai dit encore une fois, je pense que l'idée au départ était bonne et c'était une très bonne pensée dès le départ. Alors, en se basant sur les cas de la République démocratique du Congo, quel regard portez-vous sur les travaux des instances judiciaires internationales en matière de lutte contre l'impunité? Oui, lutte contre l'impunité, c'est que vrai qu'il y a un travail qui devrait se faire avant, c'est le travail qui devrait se concentrer sur la prévention pour que ces crimes n'arrivent pas. C'est le travail également de sanctionner rigoureusement si jamais les faits sont établis. Bon, mais en République démocratique du Congo, on a compris que on faisait comme si ça commençait à ressembler à un jeu de théâtre, c'est-à-dire il y a quand même certains auteurs qui sont épinglés, arrêtés, parfois interpellés par la Cour pénale internationale, et après quelques mois, après quelques années, on comprend qu'ils sont blanchis. Ça veut dire que les crimes ont été commis, mais les auteurs, ceux qui étaient présumés des auteurs, viennent encore d'être innocentés. Mais on n'arrive pas maintenant à dire exactement qui étaient des auteurs. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être, ou c'était également lié aux enjeux politiques, ainsi de suite? Mais de l'autre côté, nous avons des victimes qui n'ont jamais trouvé réparation par exemple, par rapport à ce qui s'était passé pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. Il y a eu des implications terribles avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu, au Sud Kivu, depuis 1996. Mais on voulait quand même voir que les victimes trouvent réparation, que la justice soit faite. Autant il y a eu des tribunaux de paix pour statuer sur certaines questions dans la région des Grands Lacs. On aimerait bien que pour le cas de la République démocratique du Congo, qu'il y ait un tribunal international pour poursuivre et identifier ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés dans cette zone. Merci Johnson Ishara Boutaragaza. José Walai, est-ce que c'est le fait, par exemple, qu'il y ait des crimes pour lesquels la justice n'a jamais été rendue? Est-ce que c'est ça, notamment, qui fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de critiques, quand même, d'une frange de la population envers des institutions censées mettre un terme à l'impunité? Est-ce que vous êtes d'avis que les interventions de ces institutions-là internationales sont impartiales? Bien sûr, à un niveau, je dirais que d'abord, dès la conception de la CPI, il y a une sorte d'impartialité. Au niveau africain, d'abord, on pense qu'il y a une sorte de néocolonialisme judiciaire. Parce que lorsqu'on voit les personnes
qui sont souvent poursuivis par la CPI, bon nombre de ces gens-là, ils sont soit africains. On pense qu'il y a un niveau de sélectivité dans les actions de la CPI. Deuxièmement, il y a l'article 13 du statut des Roms. L'article 13 du statut des Roms qui nous parle, qui nous dit que les conseils de sécurité, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, a le pouvoir de déférer des gens devant la CPI et que ça fait à ce que le Conseil de sécurité puisse également avoir le pouvoir de déférer les gens et de même amorcer les enquêtes au travers de la CPI contre certaines personnes. La question, on nous retourne toujours la question de savoir est-ce que nous sommes dans le Conseil de sécurité. Cela veut dire que les pays là qui ont le droit de veto, qui sont dans le Conseil de sécurité, ils peuvent décider sur le sort d'une personne, souvent sont des Africains, décider sur le sort d'une personne tout simplement parce que eux, ils ont le pouvoir de pousser la CPI à agir. Quand il y a déjà des pays qui ne sont pas concernés, quand il y a déjà certains pays qui ont le pouvoir d'amorcer ou soit d'instruire ou soit d'orienter voire même la CPI, ça prouve et que la CPI à un niveau, elle peut être en difficulté d'être indépendante. Donc parce que c'est là qui mène des enquêtes, ils viennent par exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies et que nous savons qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas dans le Conseil de sécurité. Ça fait à ce que nous de notre côté, on ne pense pas que ces critiques-là soient seulement négatives, mais ces critiques sont aussi constructives à un niveau. Merci Josué Wala. Je vous invite à présent à écouter en deuxième extrait de notre sketch, toujours avec nos amis les étudiants, après que les étudiants semblent ignorer les vrais rôles et les travaux de la commission d'arbitrage. Suivons. Le gars, laissez-moi juste finir. Non. Mais les gars, écoutez-moi. On n'a rien à finir. Écoutez, Les gars, calmons-nous un peu. Les gars, s'il vous plaît. Là, on va trop vite. Mbouy, tu t'acharnes sur l'organe d'arbitrage juste à cause de son statut, pas parce qu'on a vérifié la vérité des faits. Amani, t'es sérieux toi? Mais oui. Attends, toi aussi tu tombes dedans, c'est ça? Écoute mec, on parle sans analyser. On juge l'emballage, pas les contenus, mon frère. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc toi aussi tu t'es fait avoir par ces gens-là, hein? Je suis choqué mon cher. Non Mbouy, non. Moi je suis juste aligné avec la vérité, point. Non, tu dérailles. Mon cher, tu dérailles. Ces gens-là se prennent pour des faiseurs de loi, mais la vérité c'est qu'ils roulent pour les troubles faits sur notre campus. Non, mon frère, Mbouy, non. Vraiment. Et ils protègent ceux qui se font marcher dessus. N'importe quoi. Oui, mon frère. Leur seul objectif c'est de mettre leur nez dans nos affaires pour casser notre université. C'est ça. Mbouy, C'est ça. Mbouy, Je vais combattre ça. Papa Malembe, ce n'est pas l'ingérence qui t'énerve. Alors c'est quoi? N'écris pas. N'écris pas, Kokangate. C'est juste que tu n'aimes pas quand la justice est vraiment neutre. Ouais, tu préfères quand elle tourne à ton avantage, toi et ta clique. C'est ça. Attendez, j'ai encore un autre message. Quoi? Mais Non. C'est juste que tu n'aimes pas quand la justice est vraiment neutre. Tu préfères quand elle tourne à ton avantage, à toi et à ta clique, déclare l'un des étudiants qui dénonce ici le manque de lucidité de l'un des camps. Johnson Ishara Boutaragaza, est-ce qu'on peut toujours continuer à considérer la justice internationale comme étant celle qui privilégie les Blancs au lieu d'être universelle? Je pense que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit savoir que bien que ça ne se fait pas voir, mais le monde reste dans cette guerre froide, le monde reste dans cette rivalité de démonstration de puissance, le monde reste dans cette également compétition économique où c'est chaque pays qui veut monter sur les épaules et prouver sa suprématie. Bon, maintenant, face à cette guerre froide, face à cette rivalité économique, face à cette démonstration de puissance, ben, il y a toujours ceux-là qui finissent par payer le prix. Et payer le prix, c'est comme l'adage qui dit que là où des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Aujourd'hui, les herbes, comme l'a dit M. Josué Walaï, on a l'impression que l'Afrique est devenue ces champs-là où les éléphants se battent. Et si vous tombez du mauvais côté de l'histoire ce jour-là, c'est votre nom qui sera cité, c'est votre pays qui sera épinglé. Si vous ne répondez pas, par exemple, aux attentes à ce moment-là, ce sont les griefs qui vont peser sur vous
et on va réveiller tous les cadavres de leurs pancartes pour qu'on puisse maintenant vous poursuivre. Et là, justement, à ce moment-là, la justice ne devient pas universelle comme on l'aurait voulu. Ça devient maintenant une justice partielle. Et quand la justice devient partielle, elle perd exactement la substance de tout ce qu'on attend comme jugement, de tout ce qu'on attend comme la vérité autour des affaires. Parce que là, aujourd'hui, si même on revenait sur les cas de Ferré devant la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a fait là plus de 10 ans. Alors, après sa libération, il a été blanchi. Mais entre-temps, il y a des Ivoiriens qui sont décédés, qui sont morts. Alors, dans cette guerre de l'ivoirité, si lui n'est pas l'auteur, pourquoi on n'est pas arrivé à arrêter l'auteur? Est-ce que son arrestation était seulement pour calmer les sensibilités en Côte d'Ivoire et stabiliser le pouvoir de Ousmane Dramane Ouattara? Alors, quand on rentre sur la République démocratique du Congo, vous connaissez ces Congolais qui sont passés par la CPI. Et juste après que le pouvoir de Joseph Kabila soit terminé, nombreux ont été relâchés. Et on ne nous a jamais dit maintenant par rapport aux crimes qu'on les accusait, s'ils ne sont pas responsables, qui sont maintenant les responsables ou qui étaient des responsables. Voilà de la manière dont on voulait vraiment voir cette justice universelle être rendue dans toute universalité. Mais on a vraiment l'impression que les deux tendances continuent à peser lourdement. Donc pour moi, tant qu'il y a deux pays qui ne seront pas signataires de ces statuts de Rome, mais qui vont se retrouver libres de commettre les exactions selon leurs humeurs. On a suivi ce qui s'est passé en Palestine aujourd'hui. Il y a eu ces hôpitaux qui ont été ravagés, ces centres de santé, ces écoles ravagées. Mais personne n'arrive à répondre parce qu'il y a ceux qui sont protégés par telle ou telle autre tendance et ça ne permet pas justement à l'humanité tout entière de mériter cette justice. Merci Johnson Boutaragaza pour votre analyse. Je reviens vers vous, Josué Walai. Quels exemples concrets aujourd'hui montrent, au-delà de ces tableaux sombres dressés par Johnson Boutaragaza, l'efficacité, des exemples concrets qui montrent l'efficacité de la justice internationale, au-delà des critiques qui trop souvent sont considérées comme partisanes émanant de certaines personnes? Bien sûr, il y a quelques exemples. Par exemple, le procès contre Thomas Lubanga, où nous avons quand même eu certains éclairages sur les crimes qui se sont commis à Ituri. Il y a eu le procès, par exemple, contre Bosco Ntaganda. Il y a des exemples, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à adapter. Il y a des exemples. Mais est-ce que la Cour n'a eu à juger que des Africains? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnalités qui ont été jugées? En fait, si on rentrait un peu, s'il faut parler d'autres personnalités, je ne dirais pas que c'est la Cour pénale internationale. Je peux rentrer, par exemple, avec le tribunal de l'ex-Yougoslavie. C'est cette justice-là, ils ont réussi à juger ces crimes internationaux parce qu'ils ont globalisé les crimes et ils ont globalisé également la manière de poursuivre. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la dynamique de la revendication d'une justice transitionnelle holistique. C'est une justice un peu globale. Donc, il y a des réalités qui sont tellement parallèles et qu'il faut adapter la justice internationale à la justice nationale, mais également aux justes coutumes. Alors, Josué, ça pour ne pas vous couper la parole, nous allons rentrer par exemple pour recirconscrire, contextualiser par exemple les débats. Là, nous allons parler de ces efforts, les travaux abattus, réalisés par la justice internationale par rapport aux crimes commis en République démocratique du Congo. Nous savons tous que la justice congolaise a été présentée par nos autorités comme étant malade. Pensez-vous aujourd'hui que sans cette justice internationale, les personnes que vous présentez comme des victimes pouvaient même accéder à ce peu de justice dont on discute ici? Nous, comme défenseurs des droits humains, nous devons le comprendre, que la justice a ses lacunes, la manière dont la justice... Mais la justice n'est pas malade. La justice, parce que si on dit que la justice est malade, dans une société où la justice est malade, cela veut dire que cette société-là est morte. Parce que la justice reste le pilier d'une société. Et donc, je pense qu'à mon niveau, il faut adapter plutôt la justice internationale à la justice nationale, parce qu'il y a certaines infractions qui ne sont pas jugées des infractions internationales,
et qui peuvent être jugés ici au niveau du pays. Mais si, de notre côté, nous considérons que la justice est malade, cela veut dire que nous arrosons l'impunité. Parce qu'on ne peut plus aller déférer certains criminels au niveau d'une justice qu'on pense être malade. Donc, pour moi, de mon côté, je ne peux pas réfléchir à ce niveau. Je pense qu'à un niveau, il faut convaincre l'opinion congolaise à soutenir, bien sûr, la CPI à un niveau, parce que la CPI nous aide à un niveau, mais nous devons également crier haut et fort que la CPI nous aide d'une manière globale. Merci Josué Walai. Avant de conclure, écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants réalisent qu'ils se sont fait des idées sans fondement sur le fonctionnement de la commission d'arbitrage mise en place pour régler leurs différends. Suivons. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. Je n'arrive pas à le croire. Vous avez vu les messages? Mais les gars, lui d'abord. Je vais lire. Les gars, en fait, ils ont sanctionné les 2 types de la faculté qui avaient corrompu les camarades. Mais pas moi. Je suis acquitté. Wow! Ah, toi, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Wow! C'est exactement ce que j'allais vous annoncer de façon impartiale. Mais dommage, vous n'avez pas voulu m'écouter. Finalement, j'avais tout faux envers l'organe. Tu vois, ils ont décidé de sanctionner eux-mêmes, d'expulser les 2 étudiants fautifs. Et j'ai entendu qu'ils préparent encore d'autres mesures pour que ça ne se répète pas. Oui, ça c'est une bonne chose. Pour que ça ne se répète plus d'ailleurs. C'est vraiment une bonne chose. Je viens de capter que mes préjugés m'avaient complètement brouillé. On m'a toujours vendu que cet organe ne valait rien. Et j'ai gobé ça sans pourtant réfléchir. Ah voilà, rien n'est parfait. Même l'organe que tu vois là. Mais l'important, c'est qu'il tranche clean sans favoritisme. Justement, voilà pourquoi on doit changer notre langage de jugement sur cet organe. Désolé les gars, je viens de capter que mes préjugés m'avaient complètement brouillé. On m'a toujours vendu que cet organe-là ne valait rien. J'ai gobé ça sans réfléchir, fait savoir l'un des personnages. Johnson Ishara, comment faire taire toutes les critiques négatives tendant à montrer la justice internationale sous un mauvais jour? Quelles initiatives pourraient renforcer la compréhension des habitants sur le mode de fonctionnement et le travail réalisé par cette justice? Il y a ces critiques-là qui vont dans le sens négatif parce qu'on a l'impression que il n'y a pas trop de transparence de la manière dont cette justice est rendue. Alors, mon co-débatteur, il a soulevé la question de la diffusion à une grande échelle pour que les victimes soient au courant exactement de comment ça se passe. Et parfois, ils ne sont pas au courant, ils apprennent seulement des verdicts. Et les verdicts sont souvent relayés sans que ce débat ne soit vraiment entendu et suivi à une grande échelle. Et du coup, ça va faire à ce que les critiques maintenant tombent dans tous les sens en dénigrant ou en minimisant le travail qui a été fait parce que voilà, il y a ce niveau-là. Le deuxième niveau, c'est le niveau également de sensibilisation de la population sur les enjeux et comment ça se passe. Et ceux qui sont censés également faire ce travail, parfois ils ne s'y investissent pas trop, que ce soit le ministère de la Justice dans notre pays, que ce soit le ministère des Droits humains, que ce soit beaucoup d'organisations qui s'engagent. On sent que la barre n'a pas encore atteint le niveau souhaité en matière de vulgarisation et sensibilisation sur le travail que la justice internationale fournit. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette justice? Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de cette justice pour qu'on n'attende pas les étoiles? Et pourtant, les étoiles ne peuvent pas tomber du ciel. Alors, c'est ce travail-là, normalement, d'éducation, de sensibilisation, qui devrait se multiplier dans un pays où des crimes commence à être banalisé, mais il faut maintenant informer cette population que ce qui se passe mérite d'être jugé et voilà comment ça doit se faire. Merci donc à vous, Johnson Ishara Boutaragaza. Josué Walai, comment adapter les principes universels de la justice internationale aux réalités culturelles et juridiques congolaises? Que faire pour faire comprendre l'opinion congolaise, les opportunités à soutenir les efforts de la justice internationale? Je dirais que d'abord l'efficacité de la CPI, de la Cour pénale internationale,
en RDC passe par sa contextualisation et une stratégie de communication au niveau ici du pays. Et donc, il faut que d'abord, l'adaptation doit se faire d'abord sur le plan technique, là où il doit y avoir une combinaison de la justice formelle et des mécanismes traditionnels, parce que il y a des mécanismes traditionnels où certains victimes ou soit certains justiciables qui préfèrent d'abord aller vers les mécanismes traditionnels, là, par exemple du village, avant même d'aller dénoncer. C'est par exemple une femme qui a été violée, elle est prête à aller voir par exemple sa mère ou soit une proche, ou soit aller dans un centre de santé et parler à une personne avant que même cette personne-là puisse aller à la justice. C'est à ce niveau que ça nous amène vers maintenant où l'État congolais doit convaincre l'opinion congolaise de soutenir la CPI. Et pour ça, il faut d'abord démystifier la CPI. À un niveau, je me dis que la CPI est un peu mystifiée. Et s'il faut peut-être parler de manière globalisante, évoquer cette justice internationale, en lieu et place de se focaliser sur la CPI. Lorsqu'on parle, par exemple, de la justice internationale, on fait souvent allusion à la CPI, parce que c'est vrai, en Afrique, il y a la CIJ, la Cour internationale de justice, qui peut aussi juger certains problèmes de la RDC. Mais j'aimerais quand même parler de l'adaptation de cette justice internationale à la justice nationale du pays. Parce qu'il y a certaines choses techniques, même dans les plans de droit, où vous arrivez que le droit pénal congolais soit en contradiction, surtout sur la question des peines, avec la justice internationale. Et donc, on doit arriver à ce niveau. L'État congolais a également le devoir de sensibiliser la population, de démystifier cette justice internationale et de montrer d'abord aux gens qu'on doit d'abord faire confiance à la justice nationale avant même de faire confiance à la justice internationale. Parce qu'il y a certaines choses ici au niveau national que nous devons d'abord régler ici, avant que même la justice internationale puisse s'en saisir. Également, les médias et la société civile qui ont aussi ces devoirs-là de sensibiliser la population, de parler de la justice internationale, de parler du rôle de la justice internationale, du mandat de la justice internationale, des limites également de la justice internationale, pour que cette population puisse avoir, donc, lorsqu'il y a ça, il y a telle cour, il y a telle juridiction internationale qui peut se saisir de ces dossiers. C'est à ce niveau qu'on va d'abord être en concordance, nous comme population, avec la justice internationale, mais également avec la justice nationale ici au niveau du pays. Mais il faut aussi prioriser les victimes. Lorsque les victimes et les témoins sont priorisés, ça fait à ce que la population victime puisse sentir qu'elle a vraiment confiance à la justice. Voilà pourquoi j'ai parlé du rapprochement de la justice internationale à la communauté. Ces victimes doivent se sentir qu'ils sont au centre de tout ce qui se passe. Voilà un peu ma réflexion en termes de sensibilisation et d'adaptation de la justice internationale au niveau national. Voilà, c'est sur cette note que nous concluons ce magazine C'est le temps qui fait la panique. Merci infiniment à Ishara Boutaragaza et Josué Walai qui ont été nos invités. Ce que nous retenons de cette discussion: la justice internationale, malgré ses limites et les critiques qu'elle suscite, demeure un instrument essentiel pour la protection des droits humains et la lutte contre l'impunité. Elle incarne une volonté collective de la communauté mondiale de rappeler que certains crimes ne peuvent pas rester sans réponse, quels que soient les lieux où les acteurs impliqués se trouvent. Oui, Ronely, certes, son fonctionnement peut sembler éloigné des réalités locales et parfois perçu comme partial, mais il faut reconnaître que sans cette justice internationale, de nombreux crimes graves resteraient ignorés et les victimes privées de toute reconnaissance. La justice internationale ouvre donc un espace où la voix des victimes peut être entendue et où les principes universels d'équité et d'impartialité trouvent un cadre d'application. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia, en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir.